Château Richemont, on l'a évoqué tout à l'heure avec mon baladin qui forcément, quand on porte un tel nom, se balade. Suivons-le, notre baladin, notre guide. Où tu nous emmènes, Jean-Seb ? Ben là, je suis juste au-dessus du pont Coudé dont Christophe parlait il y a un instant. Le pont Coudé qui est juste derrière moi. J'ai pris un peu de hauteur au-dessus de la Dronne, justement pour vous emmener au château de Richemont. On va aller juste à quoi 5, 6, 7 kilomètres de Brantôme. Dans ce triangle Brantôme-Mareuil-Nontron, il y a quelques châteaux qui sont dignes d'intérêt là-bas. Et en musardant au gré des villages et des chapelles romanes qui parsèment ce coin, quand on est à Saint-Crépin de Richemont, justement, voilà un château marqué par un personnage omniprésent dans la région. Nous en avons déjà parlé hier, nous allons encore l'évoquer aujourd'hui, Pierre de Bourdeille. Il repose dans la chapelle du château de Richemont et depuis 1614, ce château se transmet de génération en génération. Dans ce paysage de Dordogne, aux 1001 châteaux, il en est un à l'histoire bien particulière. Entre ombre et lumière, entre Moyen-Âge et Renaissance, et surtout entre époque passée et temps présent, le château de Richemont se découvre toujours des deux côtés. Et c'est encore par pair que Jean-François et sa sœur Geneviève, les héritiers de ces lieux, ont pris leur retraite en ces murs. Et si nous rentrons dans le salon du château. Le salon, c'est une des parties privatives de cette demeure construite à la fin du XVIe siècle. Depuis, le château a traversé les époques en laissant son lot de souvenirs en couleur ou en noir et blanc. Des photos de premiers pas des enfants jusqu'au mariage. Ma tante espérait avoir une famille nombreuse pour avoir ses deux bras pour maintenir son château. Et elle a choisi ma mère du fait que nous étions 3 garçons et 4 filles, donc assez de personnes pour pouvoir se subvenir aux besoins du château et en même temps pouvoir s'en occuper. Eh oui, car le château de Richemont est un bien qui se transmet de génération en génération au sein de la même famille, et ce depuis sa création. À l'origine de cette exigence, on retrouve le bâtisseur du château qui trône fièrement dans la salle à manger. Pierre de Bourdeille a fait de son château l'œuvre d'une vie, le refuge de ses vieux jours, loin des tracas de la cour. Celle-là même qu'il s'amusait alors à décrire au quotidien dans ses romans sous le pseudonyme de Brantôme. Et c'est ici, dans ce petit cabinet d'écriture, qu'il consignait dans ses carnets la mémoire de son époque. C'est le quotidien des gens, c'est leurs histoires. C'est aussi, il parle aussi des guerres, de tout ce qui se passait, en fait, tout ce qui se passait à l'époque. Et je pense qu'il a été très novateur par rapport à cette... en fait, c'était le début du journalisme. Écrivain prolifique, Pierre de Bourdeille aura compilé tout au long de sa vie entre 3 et 4 000 écrits, allant même jusqu'à écrire sa propre épitaphe rédigée quelques jours avant sa mort dans son lit le 5 juillet 1614. Creusée sous sa chambre, la chapelle du château restera à jamais sa dernière demeure. Respectueux des volontés de Pierre de Bourdeille, ses descendants travaillent tous à entretenir la maison familiale. Et pour Geneviève, c'est même devenu un investissement de tous les jours. Même sushi, tu peux couper là. Tu peux couper plus ras, effectivement. S'il y a une plus belle vue vers l'hortensia, ça serait joli, effectivement. On s'apprend d'abord chacun les gestes, on se conseille mutuellement et d'une année sur l'autre, comme ils reviennent tous, ils se rendent compte de ce qu'il aurait fallu faire ou ce qu'il faut encore faire. Dans le jardin, au travail, une petite partie de la famille est réunie, tout âge confondu. À 21 ans, Marie-Louise fait, elle, partie de la 16e génération à s'occuper de ce château. C'est un devoir, et à la fois c'est amusant et touchant de se retrouver tous en famille. C'est aussi un moyen pour moi de retrouver la famille que je ne vois pas quand je suis en Martinique ou quand je fais mes études. Les plus jeunes de la famille ont commencé leur histoire avec le château de Richemont en devenant guides pour les visiteurs l'été. Le reste de l'année, tous viennent en vacances ici et se réunissent pour entretenir le domaine. C'est formidable de voir cette continuité dans ce château qui est un patrimoine pour nous exceptionnel. À l'arrière du château,
La relève est déjà prête. Charles, un des neveux de la famille, s'occupe lui de tailler les quelques pieds de vigne laissés à l'abandon. C'est une façon d'imaginer qu'on serait à la relève dans quelques années. Donc voilà, se sentir plus investi et s'approprier un petit peu plus la maison et se rendre compte surtout aussi des charges, du travail qu'il y a à faire. Et si au fil des siècles, la famille a toujours porté le plus grand soin au château, la bâtisse reste un édifice fragile qu'il faut continuellement restaurer. Et ça, c'est le travail de Bernard Grémeret. 20 ans qu'il travaille sur ce château, l'un des plus hauts de Dordogne. Alors évidemment, aujourd'hui, il en connaît tous les recoins, là où aucun visiteur ne s'aventure. On est un peu voyeur, quelque part. On imagine un peu l'époque, avec les moyens qu'ils avaient, et la façon dont ils vivaient, quoi. C'est assez intéressant. En plein cœur des combles du château, le chantier est permanent. De la charpente à la maçonnerie, en passant par la couverture du toit en tuiles, Bernard n'en a jamais fini avec les travaux. On arrive au-dessus de la grande salle, dans la partie la plus abîmée. Ici, on voit très bien. Cette pièce-là est cassée et continue à pousser vers l'extérieur. D'ailleurs, on se rend bien compte que c'est pas tout à fait normal. Il y a un déplacement. Là encore, il faudra changer les pièces, une par une, pour restaurer ce patrimoine et rester fidèle à l'œuvre de Pierre de Bourdeille. En 2014, des manifestations célébreront les 400 ans de sa disparition et l'empreinte qu'il aura laissée. Moi, 16e génération, vous imaginez, moi je ne cesserai de louer ces familles qui entretiennent siècle après siècle le patrimoine familial parce que c'est ainsi, parce qu'il faut le faire et parce qu'ils se doivent à ces familles et à leur histoire. Moi je trouve ça absolument émouvant, malgré les sacrifices et malgré ce que ça impose. Alors, on l'a entendu, 1614, 2014, quadricentenaire du décès, de la mort de Pierre de Bourdeille qui est enterré dans ce château de Richemont. Il va donc ici, à Brantôme, y avoir énormément de festivités, de manifestations. Il va y avoir à partir du mois d'avril-mai des conférences, des concerts, des projections de films comme La Reine Margot par exemple. Il va y avoir des stages de danse médiévale. Laurent, je sais que tu es totalement fan de danse médiévale et de danse Renaissance. Oui. Il va y avoir des promenades gourmandes pour Vincent. C'est le moins qu'on puisse faire dans le Périgord. C'est une année qui va être extrêmement festive. Et puis il faut absolument que vous veniez ici à Brantôme. Imaginez, regardez le paysage dans lequel je suis. On a le pont Courbet qui est juste à côté de moi. Ce petit logis Renaissance avec ses fenêtres à meneaux qui est juste à côté de moi avec ce toit pentu. Et je suis au pied de l'abbaye qui est à côté de moi. Je suis à 2 pas de vous, mais Dieu que c'est beau ici. Voilà, merci Jean-Seb. Et il a raison. Et il a raison, cette abbaye qui est remarquable, construite par Charlemagne. Enfin, Charlemagne serait passé. Et ce passage sur Saint-Jacques de Compostelle, qui était Brantôme également, et cette défense contre les Anglais de Guyenne, comme on disait à l'époque, qui a fait qu'il y a autant de fortifications. Il y a même un canard, cher à Hélène. Hélène, j'ai un petit canard pour toi. Oui. Je vais venir le voir après, Jean-Seb. D'accord. Hommage à Pierre de Brantôme, évidemment vous l'avez compris, de Bourdeille, mais qu'on appelle Pierre de Brantôme. Et je vous renvoie évidemment dans les librairies que l'on trouve ici aux Dames Galantes, qui est édité en livre de poche et qui est signé Pierre de Brantôme. Pierre Brantôme.